La délégation de pouvoir, l'acte juridique par lequel une personne transfère une partie de ses pouvoirs et de ses responsabilités à une personne qui lui est subordonnée, est-il indispensable pour le bon fonctionnement de l'entreprise? On va poser la question à notre spécialiste, Agathe Blanc, avocate pénaliste au cabinet FTMS, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Que signifie dans les faits déléguer ses pouvoirs? Expliquez-nous exactement. Alors, déléguer ses pouvoirs, ça part d'un constat qui a été fait il y a plus de 100 ans, c'est-à-dire que en fait, le chef d'entreprise a une responsabilité pénale du fait de l'activité de l'entreprise, donc que ce soit de l'activité de l'entreprise et de, évidemment, ses salariés. Et donc, à partir de ce constat, la délégation de pouvoir a été mise en place. C'est un outil, en fait, de protection du dirigeant de la société et qui lui permet de s'exonérer d'une partie de sa responsabilité en la déléguant à des salariés de son entreprise, mais évidemment qui est conditionné. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette responsabilité, ces pouvoirs? Qu'est-ce qu'on cède? Qu'est-ce qu'on cède? Qu'est-ce qu'on cède pas exactement? Alors, c'est là toute la question, c'est-à-dire que la délégation de pouvoir, il n'y a pas de formalité précise, c'est-à-dire qu'elle peut être écrite, et c'est ce qu'on conseille, évidemment, il faut qu'elle soit écrite, et on constate, nous, au sein de sociétés, de clients, mais de gros groupes en général, que la délégation de pouvoir n'est pas forcément encore une habitude, même si ça le devient de plus en plus. Mais le principe, c'est que on doit déléguer des fonctions précises, des missions précises. Par exemple, sur des entreprises de bâtiment, vous allez déléguer des pouvoirs de sécurité, de santé, qui doivent être appliquées pour les salariés. Donc elle doit être précise, elle doit être déterminée et elle doit être également limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être prise et signée de manière illimitée. Donc il y a un certain nombre de conditions qui doivent être respectées pour que la délégation soit considérée, si jamais un jour vous vous retrouviez devant les tribunaux, comme effective. D'où le fait que vous disiez que c'est mieux quand c'est écrit. Exactement. Quand tout est Exactement, écrit. Dans quelle situation, Agathe Blanc, le chef d'entreprise, il délègue ses responsabilités? Alors, il y a tout Pourquoi un tas... pourquoi il aurait besoin de le faire et à quel moment Alors, il y a tout un tas de conditions qui doivent être réunies. La principale, c'est évidemment, plus vous êtes dans un grand groupe, plus vous avez de salariés, plus le risque du chef d'entreprise s'agrandit, puisqu'en fait, il peut avoir un certain nombre, de par l'activité, sa responsabilité peut être engagée, de par des erreurs ou des fautes qui peuvent être commises sur des chantiers ou sur des lieux de travail, la responsabilité peut être engagée. Et donc, plus l'entreprise est grande, plus il faut des délégations de pouvoir. De la même façon, en fonction du secteur d'activité de la société, vous pouvez avoir besoin des délégations de pouvoir. À qui on peut le céder? On a parlé des salariés. On ne peut céder un pouvoir, une responsabilité qu'à un salarié de son entreprise. Dans les faits, c'est ça. Exactement. Il faut évidemment que le délégataire le délégataire et le délégant doivent être évidemment issus de la même société. C'est-à-dire que le chef d'entreprise ne peut pas déléguer des pouvoirs à une personne tierce. Il faut évidemment que ce soit un salarié et quelqu'un qui soit sous sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un niveau hiérarchique entre le chef d'entreprise qui délègue et le salarié qui va avoir ses missions déléguées. Agathe Blanc, on l'a un peu compris, mais pourquoi faut-il passer forcément par un cadre juridique, réglementaire pour cette délégation de pouvoir? Eh bien, parce que, en fait, si vous voulez... Qu'est-ce qui peut se passer sinon? Il peut se passer, c'était le constat et c'est la première conséquence, en fait, de l'activité en général d'une société. C'est qu'il y a évidemment la responsabilité civile et surtout la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Et donc, si jamais vous n'aviez pas de délégation de pouvoir, si vous avez une entreprise dans laquelle vous n'avez aucune délégation de pouvoir, le risque, évidemment, c'est que le dirigeant, en cas de violation de réglementation ou au pénal de blessures involontaires, etc., puisse se retrouver et puisse être considéré par le juge et par les juridictions comme le représentant
de la personne morale et donc et engager sa responsabilité à titre personnel, mais aussi en qualité de représentant de la personne morale et donc engager la responsabilité de la personne morale. La responsabilité pénale, donc, elle incombe désormais à celui à qui on a délégué, c'est ça, les pouvoirs et la responsabilité totalement. Alors, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, la délégation de pouvoir, elle naît du constat que vous avez un contexte juridique, de responsabilité juridique, qui fait qu'il faut protéger le chef d'entreprise. Mais donc ça date de 1898. Mais ensuite, on a une deuxième phase qui est beaucoup plus récente, qui date de 1994, où en fait, on a vu naître la responsabilité de la personne morale. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existait pas. Donc c'est une construction évidemment juridique, puisque la personne morale, par essence, n'existe pas. Et donc, en fait, vous avez le délégataire de pouvoir aujourd'hui. Il va être utilisé pour enclencher cette responsabilité de la personne morale. Puisqu'en fait, pour que la personne morale, pour que sa responsabilité pénale soit engagée, il faut que son représentant, son organe ou son représentant ait agi en son nom et pour son compte. Et en fait, et ça c'est l'autre pendant de la délégation de pouvoir qui n'était peut-être pas imaginé quand ça a été créé. L'autre pendant, évidemment, c'est de se dire que le délégataire de pouvoir, aujourd'hui, est considéré comme un représentant et donc peut engager la responsabilité de la personne morale. En revanche, pour sa responsabilité personnelle, c'est-à-dire à titre personnel, est-ce que le délégataire qui signe une délégation de pouvoir dans lequel il engage éventuellement sa responsabilité pénale, il y a tout un artifice juridique qui serait un peu compliqué de présenter aujourd'hui, mais il y a quand même des conditions et des garde-fous qui font que la responsabilité personnelle est beaucoup plus difficile à démontrer et donc à renvoyer devant un tribunal correctionnel qu'une responsabilité d'une personne morale qui est plus simple et donc moins protectrice, puisqu'en fait, ce n'est pas une vraie personne. Et oui, puisque l'objectif, c'est ce que vous disiez initial, est de protéger celui qui délègue et non pas celui qui reçoit les responsabilités et le pouvoir. Ça a été fait pour protéger le dirigeant et non pas le salarié à qui on va déléguer des responsabilités ou des pouvoirs, c'est ça ? Exactement. En fait, ça part du constat effectivement qu'il faut protéger le chef d'entreprise, mais attention, la délégation de pouvoir, elle doit quand même respecter un certain nombre de conditions. C'est-à-dire que le délégataire doit avoir les compétences, doit avoir l'autorité, doit avoir les moyens nécessaires. Et donc, ce qu'on conseille toujours à nos clients, évidemment, c'est de se poser des bonnes questions, à savoir, est-ce que le délégataire de pouvoir a un pouvoir de sanction vis-à-vis des salariés pour lequel il a une délégation de pouvoir? Est-ce que le délégataire de pouvoir a des moyens financiers? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut prendre des décisions et dépenser de l'argent pour mettre en place des formations, etc. Et est-ce que le délégataire de pouvoir a un pouvoir de formation auprès des salariés? Donc, il faut évidemment, le délégataire de pouvoir, c'est pas simplement un alias, c'est-à-dire qu'il doit avoir les moyens d'effectuer sa mission comme le ferait le chef d'entreprise. En fait, ce n'est qu'un déversement d'un pouvoir pour qu'il puisse... il représente le chef d'entreprise, mais on ne lui délègue pas comme ça. C'est intéressant ce que vous dites, il faut lui donner les moyens. Évidemment, Exactement. on ne peut pas juste donner le pouvoir, il faut aussi lui donner les moyens d'agir. Vous disiez tout à l'heure, donc pratique courante dans les faits, mais moins inscrite dans un cadre juridique. C'est ça, aujourd'hui, actuellement, dans les entreprises? C'est-à-dire qu'on le fait naturellement, mais... Alors, en fait, dans les entreprises, parce que la délégation de pouvoir, c'est un outil qui existe depuis longtemps, mais parfois, on a du mal à comprendre, dans les boîtes, on a du mal à comprendre l'intérêt de la délégation de pouvoir, et donc, on est souvent confronté à des délégations de pouvoir qui ne remplissent pas les conditions, à savoir pas forcément assez précises, pas forcément le délégataire n'a pas forcément tous les moyens, etc. Et puis aussi la délégation de pouvoir, en fait, en fonction du changement, quand vous avez des changements dans la direction, la délégation de pouvoir, elle doit du coup être actualisée, c'est-à-dire que le directeur qui part, le nouveau directeur doit re-signer une délégation de pouvoir. Donc, c'est vrai qu'on assiste souvent à un manque de connaissances
parce qu'évidemment, ils ne sont pas forcément habitués au sujet contentieux. Et donc, on peut parfois, donc on est là évidemment pour les conseiller à signer correctement une délégation de pouvoir, à la rédiger correctement, pour que si on en a besoin, elle puisse protéger le délégataire et le délégant avec toutes les conditions évidemment réunies. Est-ce qu'elle peut être temporaire aussi, cette délégation de pouvoir? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on a l'impression qu'on était sur des décisions voilà, sur du plus long terme. Est-ce qu'on peut aussi déléguer ses pouvoirs vraiment temporairement, histoire de 1, 2 mois, 3 mois? Dans les faits, ça existe ça aussi? Tout à fait, on peut décider de déléguer dans une mission très spécifique, mais encore une fois, il faut que ce soit un salarié de l'entreprise. Pour un chantier spécifique, on pourrait imaginer d'avoir une délégation seulement pour ce chantier, oui, tout à fait. Merci beaucoup Agathe Blanc de nous avoir expliqué ce que c'était la délégation de pouvoir. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes avocate pénaliste au cabinet FTMS. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause. Dans quelques instants, on parlera des relations école-entreprise, deux mondes qui cherchent à communiquer davantage, vous verrez.